bonsoir à tous. Vous allez bien? Parce qu'on va parler d'un sujet qui peut-être va donner mal à la tête à la fin. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Et donc, en introduction, nous allons avoir un petit mot de Marie-Pierre Lafont, notre présidente DFCG Provence. Ensuite, je passerai la parole à Antonin Ricard, le doyen. Margit, qui prendra donc la suite. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir, vous m'entendez? Alors je vais être très courte. Donc bonjour Marie-Pierre Lafont, présidente de la DFCG Provence. Je suis ravie, c'est ma première introduction d'événement, donc je suis ravie de voir autant de personnes aujourd'hui. Un sujet, en tout cas moi, qui me passionne, pour ceux qui me connaissent un petit peu. La DFCG Provence, on a atteint plus de 150 adhérents. Hein, voilà, je me tourne. Donc on va continuer. Je sais qu'il y a certains étudiants parmi vous qui sont adhérents. Voilà, on prend des adhésions d'étudiants à juniors, aux jeunes, à plus seniors, etc. Et la DFCG Provence, c'est un réseau, donc de 150 ici, parmi plus de 3000 dirigeants financiers, dirigeants de contrôle de gestion, personnes en finance. Réseau national qui est là pour vous organiser des événements comme celui-là, pour vous proposer des publications, des formations, un réseau d'échanges. Voilà. Je serai à votre disposition après, si vous voulez en savoir plus sur ceux qui ne sont pas encore adhérents pour notre association. Je passe la parole. Merci d'avoir fait très court, je vais pouvoir faire très long. Non, je vous rassure. Je suis très content d'être ici et très content de voir le succès de cet événement et j'en félicite les personnes qui ont pu organiser cet événement. C'est vraiment, je pense, un beau succès. Donc Jean-Hugues, Marie-Pierre, Margit aussi, je pense que tu as été bien impliquée et puis Madame Génin aussi qui a à mon avis beaucoup œuvré. Et puis je commence par des félicitations. Le programme donc contrôle de gestion vient d'être très bien ranké par Aide Universal, donc classé 3e donc en France. Donc c'est une belle reconnaissance de tout le travail que Margit a pu fournir ces derniers temps. Et puis c'est aussi quelque chose qui pourrait être vraiment forte valeur ajoutée pour les étudiants. Donc je voulais le souligner et te remercier, Margit, pour l'implication que tu as dans ce programme-là. Et puis donc un tout petit mot sur l'IAE sans vouloir en dire des tonnes. L'année dernière, j'avais parlé pas mal de l'expérience qu'on vivait au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Je venais de vivre la claque, comme on le dit, ou le sursaut, la prise de conscience de la nécessité de changement, de faire changer l'institution. Donc on a construit tout le long de l'année, on était à peu près au milieu du parcours, on a construit tout le long de l'année une stratégie qui est centrée sur une obsession de l'équipe de direction qui est de mieux préparer nos étudiants aux transitions à venir. Et donc on a développé une stratégie, déployé une stratégie qui vise à faire en sorte que nos étudiants, nos futurs anciens, soient préparés au mieux à évoluer au travers des différentes transitions. Alors là, on parle d'IA. On parle d'environnement, mais pas que. L'actualité politique remet d'autres transitions sur la table, l'actualité démographique également. Et puis il y a tout un tas de transitions qui vont découler des transitions digitales, d'IA et puis environnementales. Et donc on a développé, alors il y a un certain nombre d'années, des dispositifs qui permettent de mieux préparer nos étudiants à ces transitions-là. Un dispositif autour de l'entrepreneuriat et donc du développement des compétences du futur via l'entrepreneuriat, et un dispositif donc qui est autour du cours Humanistic Leadership qui vise à exposer les étudiants à davantage de diversité et à apprendre des modes de management qu'on va retrouver dans les associations, dans des organisations, on va dire, qui ont moins de leviers que les entreprises traditionnelles, et donc c'est extrêmement enrichissant d'être confronté à ce genre d'environnement. Et évidemment, ces deux axes-là sont associés avec des recherches qu'on mène au sein de l'Institut qui sont
je dirais, qui rentre en résonance avec ces orientations stratégiques. Et je pense que le contrôle de gestion a tout son sens dans ce type d'objectifs stratégiques. Et l'accompagnement aux transitions, je pense que c'est pas loin d'être un des objectifs phares du contrôle de gestion. Et donc je suis vraiment très content qu'on ait ce type d'événement qui résonne avec les travaux qu'on peut mener et la vision qu'on essaye de développer pour l'IAE. L'objectif étant, notre vision à 2030 étant d'être considéré comme une caring school, donc une école qui prend soin de ses étudiants, de son personnel, de ses profs, de son environnement. Et donc c'est vraiment en alignement avec ce travail au sein de la CEC. Et donc on a établi une feuille de route qui nous permettra d'atteindre ce but-là. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront abordés ce soir qui vont dans ce sens-là. On a du contrôle de gestion sociale qui se développe de plus en plus et qui permet d'atteindre ce type d'objectif-là. Et donc on est assez aligné là-dessus, quoi. Voilà. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. J'espère que la soirée sera douce. Et à l'image de cette journée, et je vous souhaite voilà, d'apprendre un maximum dans cet environnement qui est propice. Merci. Merci beaucoup. De mon côté également, je vous souhaite tous la bienvenue à cet événement. En tant que directrice du Master Contrôle de Gestion, je suis très ravie d'accueillir cet événement pour la 8e fois à l'IAE. Donc on a une longue histoire. Et en effet, le partenariat avec la DFCG Provence existe depuis de nombreuses années, plus précisément depuis l'année 2008, la création du Master. Et je suis très ravie et fière de ce partenariat et je souhaite également le prolonger jusqu'à l'avenir. Avant de passer la parole à Monsieur Tantal, des remerciements à toute l'équipe d'organisation côté DFCG, également côté IAE, l'équipe média, Madame Génin pour tous les aspects administratifs, les étudiants du master et surtout tous les intervenants de cette journée pour leur partage de visions, le retour d'expérience, les échanges. Donc un grand merci à vous. Sans vous, l'événement ne pourrait pas exister. Je vous souhaite une très belle soirée et à l'année prochaine, je l'espère. Merci. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un peu de répète par rapport à Margit. Donc moi, je tiens également à remercier tous les intervenants qui ont répondu présents pour animer nos différents ateliers cet après-midi. Donc Marie-Hélène Pébel, Robert Visky, Barbara Guérini, Nicole Pelouzet, Adrien Ingracia, Charlotte Mathurin, Elian Roca, Antoine Mussy et Raphaël Gage. Je remercie également le personnel de l'IAE, en particulier Véronique Génin et Louis Tourette, ainsi que mes étudiants du Master 2 Contrôle de Gestion, pour la gestion de la logistique. Il ne faut pas les oublier, c'est grâce à eux que cette journée donc, est une réussite. Sans oublier mes collègues de la DFCG Provence qui m'ont épaulé, la DFCG nationale, bien évidemment, pour tout ce qui est donc, gestion des inscriptions, et enfin donc une pensée particulière pour Yves Yotta-Choufo de Deloitte, qui m'a aidé et m'a épaulé donc, pour l'organisation de cette table ronde. Sans plus attendre, donc, je vous remercie et je vous demande d'accueillir donc, cette table ronde qui va être donc, animée par Armand Angeli. Et je demande donc à Armand de prendre le relais. Merci. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour des remerciements. Oui, donc rapidement, donc moi je suis Armand Angeli, je co-anime le groupe Transformation Digitale de la DFCG au niveau national. Et donc vous êtes tous invités, membres de la DFCG, donc à rejoindre le groupe. Et si vous n'êtes pas encore membre, de rejoindre la DFCG et ensuite le groupe. Voilà. Et on fait ça aussi bien en France qu'au niveau international. Donc vous, si vous êtes intéressé par l'international aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour cette invitation à animer cette table ronde. Alors, on va commencer peut-être par décrire le flot de cette table ronde et les intervenants. Alors, donc, dans un premier temps, on aura la présentation d'une étude de Deloitte,
par Régis, qui va se présenter en 30 secondes. Qui es-tu Bouge pas. Tiens. Qui es-tu, Régis? Bonjour à tous, donc Régis Leminou, je suis directeur en conseil en système d'information chez Deloitte depuis 30 ans dans l'audit des systèmes d'information et le déploiement de systèmes informatiques, que ce soit au niveau des systèmes comptables et également tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tous les systèmes annexes. Merci. Nous aurons ensuite Jean-Fabrice Lebrati qui nous parlera du défi des compétences. Jean-Fabrice. 30 secondes aussi, donc... 31, allez. Non. IAE de Lyon, alors je ne suis pas en contrôle de gestion, je suis en management des systèmes d'information, mais je vois que ça colle bien. Et tombé tout petit dans l'IA, puisque ma première com dans un colloque en 1995, c'était réseau de neurones et prise de décision. Donc ça fait longtemps que je suis ce... Et j'aurais jamais imaginé par contre qu'on arrive aujourd'hui à ce niveau-là d'IA, on en parlera. Merci. Ensuite, Laurent. Donc Laurent Allais, donc moi je suis associé de la société AdaptOne Solutions. C'est une société de conseil et spécialisée sur les EPM, en particulier l'EPM de Workday. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais de la mise en œuvre de ce genre de solutions dans des grands groupes français ou aussi des petites sociétés. Et tu nous parleras de la transformation du contrôle de gestion. Avec l'IA, exactement. Avec l'IA. Et ensuite, Lucas. Bonsoir à tous. Alors beaucoup plus court, je suis étudiant en management et stratégie d'entreprise et je vais donc intervenir ici pour vous parler de l'intelligence artificielle liée à la formation de nos contrôleurs de gestion. Donc chacun de ces messieurs, d'ailleurs la prochaine fois, Jean-Luc, il faudra qu'on ait des dames, hein. Oui, ou Jean-Luc. Donc nous allons vous présenter, chacun d'entre nous, vous allez nous présenter donc, votre point de vue pendant moins de 10 minutes et ensuite nous aurons un échange, nous prendrons vos questions. Alors, on va revenir au début avec Régis. Régis, dis-nous tout sur l'étude que vous avez faite. Petite question d'ailleurs, dans la salle, qui est étudiant? Alors du coup, qui n'est pas étudiant? Ah, très bien. Qui utilise l'IA tous les jours? Ah, là c'est super. Super, donc on va être utile, c'est super. Voilà. Et le but, c'est que quand on reviendra l'an prochain, vous soyez tous des adeptes de l'IA. Parfait. Régis, tu as 5 minutes, mais comme je sais que tu vas prendre plus de temps, donc je te dis 5, mais bon, allez, merci. Alors, je te passe les slides, hein, uniquement parce que c'est toi. Hop, hop, hop. Tu me dis hein, quand je passe les suivantes, hein, c'est bon. On peut démarrer par là, mais tu en as déjà parlé, effectivement. Là, l'idée, c'est d'introduire le sujet, ce que je vais faire avec vous à travers la présentation d'une étude sur la perception de l'intelligence artificielle dans l'entreprise au niveau international et en France, plus spécifiquement. Eh bien, on y va. Et on est parti, puisque je n'ai que 5 minutes. 6. Donc, déjà, on va reprendre un peu quelques éléments de langage, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est l'enchaînement d'un certain nombre de briques, de concepts qui sont présentés ici, que je ne vais pas vous détailler dans le détail, puisque je n'ai pas le temps de le faire. Mais globalement, si vous prenez ce que vous voyez à l'écran, de la gauche vers la droite, de la plus simple analyse de données qui va me permettre de contrôler les informations que je veux récupérer et en faire quelque chose, pouvoir commencer à prendre un certain nombre de décisions. Après, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le machine learning, où là, je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, je vais être dans la recherche de performance et essayer de la prédire, cette performance. Qu'est-ce que j'ai dans ces données-là qui va me permettre, en les analysant, d'aller un petit peu plus loin, toujours en étant aidé de la machine. L'IA générative, quand vous dites que vous n'utilisez pas, je suis sûr que vous avez tous utilisé un petit peu ces choses-là pour aller travailler et puis à rajouter du contenu d'image, du contenu audio avec des outils qui vont vous aider. Là, cette donnée-là, on commence à la modifier, on commence à la travailler, on commence à la triturer pour en faire quelque chose et produire quelque chose de nouveau. Ensuite, on va avoir finalement cette IA faible. Qu'est-ce que c'est? Finalement, je vais commencer à réfléchir à travers cette information que j'ai collectée, à travers cette analyse que je fais de l'information que j'ai récoltée. Je vais commencer à aller plus loin, finalement, et commencer à prendre des décisions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de cette information-là? Qu'est-ce que ça va m'amener? Et comment je vais pouvoir prédire demain? Et enfin, le deep learning, on va là légèrement plus loin, où je laisse finalement la machine commencer à prendre des décisions pour moi et à les mettre en œuvre.
Donc là, on ne va pas s'attarder non plus sur celle-ci, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, il est passé direct, mais voilà, vous savez, effectivement, dans le temps, qu'est-ce que ça représente. Au niveau de cette étude qu'on a réalisée, donc cette étude, elle a été réalisée au niveau international, 7 pays, 1900 dirigeants, à la fois IT et métiers, donc des contrôleurs, mais également des opérationnels au sein de l'entreprise. Et finalement, comment c'était perçu? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, quand on regarde, plus de 30% des cas qui ont été remontés sont qu'est-ce que je fais de mieux, qu'est-ce que je peux faire de mieux de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai vraiment effectivement un existant, comment je vais utiliser cet existant-là et comment je vais aller plus loin et améliorer mon quotidien, mon rendu, mes performances. Et finalement, quand on regarde plus bas, arrivent seulement à ce moment-là les craintes. Est-ce que je vais également contrôler mes coûts, puisque je vais potentiellement avoir besoin de moins de personnel? C'est finalement, on s'aperçoit que c'est moins important dans la perception au niveau de l'entreprise à l'international. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on le compare à finalement ce qu'on voit en France. Alors en France, on s'aperçoit que, bon, déjà, l'IA a quand même une bonne image. Une bonne image et une certaine confiance dans l'IA. Mais par contre, on voit quand même que c'est en baisse, puisque l'image a quand même baissé de 13% et la confiance de 7%. Pourquoi? Parce qu'il y a des craintes. Et ces craintes-là, elles sont connues. Je pense que vous les partagez également. Mais on va avoir déjà la perte de contrôle. Ça, c'est ce qui arrive en premier. On le sait, on le voit. On a énormément de fiction sur ce sujet-là, de la machine qui prend le contrôle sur l'humain. C'est vraiment une crainte qui est forte. Derrière arrive la malveillance. Qu'est-ce que finalement on va pouvoir faire avec cette IA pour aller perturber finalement l'activité, le monde? En termes de sécurité, qu'est-ce que la machine va pouvoir faire des données qu'elle a collectées sur moi, bien évidemment, mais également sur l'ensemble des éléments de ma société? Et alors là, ce qui est surprenant, c'est que tout à l'heure, on a vu, quand on est arrivé en dernier, la réduction des coûts, la réduction du personnel. Alors qu'en France, on s'aperçoit que c'est une vraie crainte, puisqu'on a plus de 55% des sondés qui ont remonté le fait qu'il y avait une perte de la destruction des emplois. Donc ça, c'est important, c'est des risques, il faut les prendre en compte, parce qu'ils sont réels. Ils sont réels, ils ont été classés, ils ont été analysés. Donc on retrouve finalement cette même répartition dans ce qu'on peut voir ici, puisqu'on voit effectivement les préjugés, les préjudices, la capacité à les modifier mes résultats, ils ne sont pas fiables. Donc là, effectivement, je me suis appuyé sur une IA qui avait retravaillé cette information, mais l'information qu'elle me remonte n'est plus fiable, parce qu'elle a été retravaillée justement. Vie privée, sécurité, conformité. Qu'est-ce qu'on va faire des informations me concernant? La machine étant capable de prédire, on va peut-être prévoir mon comportement dans le futur. Ça, c'est une vraie crainte. Mais il y a également une conformité réglementaire, également, parce que cette donnée, elle doit être protégée au sein de l'entreprise et elle ne peut pas être utilisée de la manière qu'on veut. Donc ça doit être complètement réglementé. Et enfin, l'usage non délibéré d'une information pour pervertir l'activité. Pour ça, il y a un certain nombre d'outils finalement qu'on peut utiliser. Le principal, c'est la gouvernance. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler de la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, il y a vraiment à prendre en compte une gouvernance de la façon dont on va aller traiter cette donnée-là. Et ça, on l'a notamment dans les projets. Quand on déploie un projet autour de l'IA, il faut que ça soit la sécurité de cette information, la qualité de cette information et la gestion du risque soient pris dès le départ et tout au long de l'utilisation. C'est-à-dire que dès la conception, dès la définition de cas d'usage sur l'intelligence artificielle, il faut qu'on suive la qualité et la sécurité de cette donnée tout au long de son utilisation. Il y a aussi une notion de culture et de formation, d'acculturation des personnes. Il y a une énorme partie à prendre en compte sur l'accompagnement au changement à travers la mise en place de l'IA. Pourquoi? Et je pense que ça sera évoqué, parce que le mode de travail va évoluer, va changer à travers l'IA, et qu'il faut bien évidemment qu'on soit tous au fait de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et comment le faire. Et enfin, bien évidemment, s'appuyant sur des technologies, des facilitateurs, des accélérateurs, être transparent sur la manière dont le projet de déploiement de l'IA est effectué et avoir toujours un suivi global et une approche
maîtrisée. Alors celle-là, tu voulais pas, oui, j'ai dépassé mes 5 minutes, j'imagine. En quelques mots, vu que tu n'as pris que 4 minutes. Merci, c'est gentil, tu as oublié de déclencher le chronomètre. Là, vraiment l'idée, c'est de... OK, dans mon quotidien, dans le quotidien du contrôleur de gestion, qu'est-ce que ça peut changer? Déjà, le premier, c'est que le métier du contrôleur de gestion va changer puisqu'il va vraiment devenir acteur de l'information qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il ne va moins être dans le constat et une analyse prédictive finalement assez faillible parce que j'ai énormément de données à traiter et que je dois capitaliser sur cette information et je ne peux pas tout faire. Donc finalement, la machine va énormément m'aider à le faire et va m'accompagner beaucoup plus rapidement et me mettre le doigt sur l'élément que je dois développer. Donc ça, c'est important. Et ça veut dire que le contrôleur de gestion devient un vrai acteur du développement de l'entreprise. On en parlera certainement. Il y a certainement pas mal d'exemples qui nous montrent qu'aujourd'hui, le contrôleur de gestion peut aider au développement de l'entreprise. Merci. Alors, donc, nous allons maintenant parler de où en est l'adoption de l'IA. C'est où ça? Jean-François. Non, c'est Jean-Fabrice. Jean-Fabrice. Ah ouais, ils ont changé en cours de route. Jean-Fabrice, merci. Vas-y, dis-nous tout sur le défi des compétences. Très bien, donc on va commencer la première slide. Ah oui, donc tu as 4 minutes. Oui, pas de souci. Allez. Donc la premier mot, humilité. Parce que l'IA, c'est pas du logiciel, c'est aussi du dur. Voilà. Vous prenez le parcours d'NVIDIA, 2200 milliards de capitalisation boursière. Voilà. Donc nous, ici, humilité. On est tout petit par rapport à ça. Slide suivante. Pour aller un peu fort. Vous regardez, là je m'adresse notamment aux étudiants, vous allez sur AWS, le cloud, la partie cloud, le service cloud de Amazon, et vous regardez dans la partie machine learning, c'est ce qu'ils ont regroupé, tout ce qui est IA dans la partie machine learning, et vous regardez toutes les briques de services qu'il y a dans cette partie d'AWS. Et finalement, en assemblant certaines, je reconnais ce qu'il y a sur un document et je prends les éléments, je les colle dans une base de données. Je regarde si je vois des éléments atypiques, détection de fraude. On prend toutes les briques et on peut se dire, finalement, qu'est-ce qui m'empêcherait de fabriquer, rien qu'à partir de ça, toutes les composantes d'un service de contrôle. Suivante. Donc la vraie question, c'est comment survivre. Voilà. C'est pas le durable, le truc, machin, c'est comment survivre. Voilà. Et je pense assez sincèrement. 2 options. L'option 1, la mort lente. Je continue à travailler, j'ai mes fichiers Excel qui me permettent avec quelques macros de récupérer des données un peu là, qui sont dans différents silos et d'avoir un petit tableau de bord et de gérer un peu avec ça. Ça, c'est la méthode classique. Classique, mais quand même un peu ancienne. Je crois que ça fait maintenant 1 an ou 2 ans que Microsoft a arrêté le développement du VBA, donc pour faire les macros à l'intérieur. Donc si même eux, ils n'y croient pas. Option 2. L'option 2, c'est d'essayer de modifier les compétences en interne, notamment via du recrutement. Alors certains essayent, La Poste, ils ont du mal. D'autres, évidemment, sont nés dedans. Je pense à Proton, très belle entreprise pour de différents types de services, mail, VPN, entreprise suisse issue par des chercheurs du CERN, y arrivent. Mais on trouve aussi des entreprises très surprenantes. Là, j'ai trouvé ça la semaine dernière, parce que j'aime bien toujours suivre les offres d'emploi. Là, Chanel. Et Chanel, pourtant, c'est une entreprise très traditionnelle française, une très belle entreprise. Ils recrutent un Digital Dexterity Service Owner. Voilà, donc c'est quand même surprenant. Donc là, on voit un fort effort en recrutement de compétences et qui ne sont pas dans le secteur qui semblent très éloignés. Donc, suivante. Ce que je propose, c'est une sorte un peu de recette. Quels sont le pourcentage de compétences Alors, pour un service, là, ça serait comme si c'était un service autonome. Bien évidemment, dans une entreprise, il y a des services qui sont mutualisés. Mais quels sont, un peu comme la recette, quels sont les éléments dont on a besoin? Ce que j'ai mis en rouge, c'est quand ça touche au métier de contrôleur de gestion. Et ce qui est en noir, c'est quand ça touche moins. Mais même si ça touche moins, il faut quand même avoir des compétences en contrôle de gestion. C'est-à-dire que c'est pas l'informaticien, je schématise, c'est pas l'informaticien qui est dans un coin et qui comprend rien au contrôle de gestion qui va se mettre et puis qui va vous développer une interface. Non, il faut quand même qu'il ait au moins du 80-20. Voilà, 80 son métier et 20% de contrôle.
Donc, il y a besoin de réseau système, local, cloud. Il faut que la donnée circule. Et la donnée circule tout le temps. Il n'y a pas, aujourd'hui ça ne marche pas. Donc il y a une couche basse de circulation de données. Le bâtiment de l'usine ou de l'entreprise, il a 2 arrivées de fibres. Parce que comme ça, si on a une qui est coupée parce qu'il y a un tractopelle, il est toujours connecté. Donc il faut quand même gérer ça. Ces données qui arrivent, il faut les mettre dans une base de données. Donc il faut de la compétence base de données. Et les bases de données, surtout depuis une quinzaine d'années, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Même si en contrôle de gestion, on reste sur de la base de données relationnelle assez classique, il faut quand même de la compétence en base de données. Et puis ce qui est dans la base de données, il faut le voir. Donc là, il faut du développeur qui fasse un peu une belle interface, du développeur aussi qui permette d'intégrer avec les outils, la partie visualisation de l'ERP que vous avez, quelque chose qui permette d'intégrer ça, mais pour avoir une vision vraiment bien ergonomique et qui vous permet de faciliter votre compréhension. Ensuite, un gros quart de j'aime pas trop ce mot de data scientist, de quelqu'un qui sait analyser des données, mais qui connaisse le métier. Donc quelqu'un qui vient de l'analyse de données et en plus qui a appris le métier de contrôleur. Et puis on parle d'IA, et c'est pour ça qu'il y a un petit IA en rouge, parce que l'IA a des compétences en contrôle, 20% d'intégrateurs de ces solutions. Il faut des gens qui puissent les intégrer au SI existant, parce que ça ne s'intègre pas tout comme ça, donc il faut les intégrer. 20% d'experts métiers, il y a besoin quand même de quelqu'un qui maîtrise finement, qui puisse conseiller, qui puisse piloter, qui puisse expliquer aux autres les nouvelles arrivées, les nouvelles réglementations, la CSRD, ces nouveaux indicateurs, ces batteries d'indicateurs. Soutien administratif, 0. Soutien administratif, on le gère automatiquement. Il n'y a pas de soutien administratif. Ça, malheureusement, ça disparaît. Et puis, il faut un chef. Il faut un chef qui pourrait se rajouter aux 5% d'experts métiers, parce que le chef, ou qui pourrait se rajouter aux 25% analystes de données avec connaissance métier. Mais il faut une supervision. Donc là, c'est juste un ordre de grandeur. Mais ça permet de vous brosser un peu un spectre des compétences et des éléments qui sont nécessaires pour qu'un service de contrôle de gestion puisse continuer à survivre. Je vous remercie. Alors, c'est ça. À qui le tour? Il n'y a pas de slide. Ah non. Bon, Lucas, où es-tu, Lucas? Vas-y, Lucas. Tu as des slides? Non plus. Ça alors, comment? Bon, eh bien, écoute, à qui, tu veux y aller ou tu veux y aller? Je veux bien y aller. Allez, honneur aux anciens. Alors, merci. Lucas, non, j'ai pas de slide, mais... Non. Dis-moi. Attends, je vais te remettre, bouge pas. Allez-y. Je vais ou je vais pas? Tu peux y aller, vas-y, le temps. Non, parce que moi, tu sais, moi, je ne suis pas IA. Hein. Voilà. Oui. Donc, comme je vous disais, mon métier, c'est d'aller dans les entreprises et de les aider à passer, en fait, clairement, passer d'Excel à un outil spécialisé, puisqu'il y a des éditeurs, et notamment la solution que j'installe qui s'appelle Workday Adaptive Planning, permet de digitaliser. Donc, il y a déjà des gains, il y a des gains d'activité quand on utilise ce genre d'outils. Mais avec l'IA, ça nous fait poser une vraie question. La question, c'est pourquoi? Pourquoi le contrôle de gestion? À quoi ça sert? Pourquoi on fait tout ça? On passe des heures à faire des tableaux, à remplir des indicateurs, à communiquer, à envoyer ça à des gens. Quelle est la raison d'être du contrôle de gestion? Alors évidemment, vous direz, un indicateur, c'est pour prendre de bonnes décisions. Et on le met à côté d'un référentiel, budget, etc., pour décider. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un indicateur? En fait, à mon sens, c'est parce qu'on n'est pas capable d'appréhender la réalité dans toute sa complexité. Le cerveau humain n'est pas capable de le faire. Si je vous dis que le taux de rotation des stocks, c'est tant, est-ce que ça veut dire que les stocks sont vides, sont pleins? Est-ce que la rotation, elle concerne tous les stocks, tous les produits? Non, il faut aller dans le détail. Mais si on va trop dans le détail, on se perd. Si j'ai mon chiffre d'affaires, qui est de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, j'ai augmenté. Mais la réalité ne m'apparaît pas de manière claire. Donc tous ces indicateurs, et d'ailleurs la preuve en est, c'est que quand on fait un tableau de bord, en général, la recommandation, c'est de mettre 6 indicateurs, pas plus. Parce que le cerveau se perd et il n'est pas capable de faire des liens avec plus d'éléments.
Donc le contrôle de gestion existe, justement parce que le cerveau n'est pas capable, parce qu'on n'a pas la totalité de l'information, on n'est pas capable d'appréhender la réalité. Donc en fait, on aide les gens à appréhender cette réalité à travers des éléments qui sont en fait synthétiques. Et c'est évidemment nécessaire, mais dès lors qu'il y a une IA qui existe, jusqu'où l'IA peut aller et quel est notre rôle contrôleur de gestion? Alors déjà, il faut distinguer les outils, parce que là on parle d'outils quand on parle d'IA. On parle d'Excel, c'est l'outil qui est le plus répandu aujourd'hui, hein, donc on parle d'IA, mais on part de loin. Qui est Excel. On a les EPM qui existent. Alors, je vous ai parlé d'Adaptive Planning, il y en a d'autres. Hein. Vous avez Board, vous avez Anaplan. Dans le passé, il y avait du TM1, du Hyperion. Bon. Donc, les outils existent. On peut déjà avoir des grands gains de valeur ajoutée et de productivité avec ça. L'IA va venir nous aider. C'est-à-dire que l'EPM automatise, par exemple, les flux de données, va automatiser la distribution de reporting ou l'analyse multidimensionnelle. Donc, l'EPM automatise. Et l'IA, on va lui demander d'aller plus loin. C'est déjà d'aider à l'automatisation. Donc aider à l'automatisation, c'est distribuer un rapport à quelqu'un qui en a besoin, c'est nettoyer la donnée dans un flux de données, par exemple. Donc le contrôleur de gestion, dans un deuxième temps, après avoir déjà utilisé un EPM, hein, ce qui permet déjà d'avoir des gains, va se reposer sur l'IA pour aller plus vite et faire mieux. Ça, c'est la première étape. Le problème, c'est que l'IA ne peut pas aller beaucoup plus loin à ce stade parce qu'il y a des grandes limites. Tous ceux qui ont utilisé ChatGPT savent très bien quelles sont ses limites. Moi, il y a 2 jours, je lui ai demandé de faire un calcul de TRI et il s'est planté, mais il ne voulait pas accepter qu'il s'était planté. Donc j'ai dû discuter avec lui en lui disant non, c'est pas 12%, c'est 8%, j'ai fait mon calcul à côté. Et au bout d'un moment, il a fini par accepter. Le problème quand on dit ça, c'est que si aujourd'hui l'IA est faillible, est-ce qu'on peut se permettre de laisser un utilisateur, un client interne, utiliser un outil qui ne serait pas fiable? Non. Donc, pour le moment, on va dire que l'outil qu'on peut utiliser, enfin, la façon d'utiliser l'IA, c'est faire de la projection sur des données macro, c'est faire de l'aide à la création des rapports, mais pas encore, à mon sens, de faire ce genre de choses. Mais ça va arriver. Donc, il y a la limite de l'IA, je les passe rapidement. Il traite beaucoup de données, donc il est plutôt globalisé. C'est difficile de lui parler d'un élément factuel. Mon chiffre d'affaires a baissé, pourquoi? L'IA va dire parce que la conjoncture, parce que la guerre en Ukraine, etc. Mais peut-être qu'il manquait simplement un commercial qui s'était cassé la jambe, ou peut-être qu'il y a eu un élément dont il ne savait rien. Donc c'est difficile aussi de reposer sur l'IA pour comprendre les données, parce qu'il y manque des informations. Et enfin, il y a une des limites de l'IA aussi, c'est que l'IA n'a pas de sentiment, ne traite pas de concept. Il est froid, on lui pose une question, il répond à la question, il n'a pas la capacité à appréhender le sens de ce qu'on veut faire et l'émotion qu'on peut mettre derrière ce sujet. L'IA ne pourra jamais créer une œuvre d'art. Il pourra recréer ou faire semblant de créer quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé avant, mais il n'aura jamais de créativité, il fera toujours semblant de créer. Or, parfois, on a besoin d'être un peu créatif quand on fait de la finance, compte tenu du contexte et compte tenu des gens avec qui on travaille. Donc, encore 2 points. Pour moi, le rôle de contrôleur de gestion, et là je fais vraiment très, très, très bref, il sera à deux niveaux. Le jour où on aura un IA qui sera un véritable assistant personnel et qui distribuera une information très, très précise à quelqu'un, en fonction de la personne, en fonction de sa fonction, et non pas un indicateur défini à l'avance. Toi, je sais de quoi tu as besoin aujourd'hui, parce que j'ai une information qui t'est utile, alors que personne ne me l'a dit. Le contrôleur de gestion, il y aura 2 rôles. Le premier, ce sera celui de précepteur. Il va devoir apprendre à l'IA les spécificités de l'entreprise, les règles de gestion, les événements, qu'est-ce qui se passe, comment l'interpréter, comment communiquer. Donc il y aura vraiment un rôle de précepteur, pas seulement de la donnée, mais de tout ce qui peut être utile pour lui. Il sera donc précepteur et garant, parce que si demain vous faites un budget, si c'est l'IA qui a fait le budget, vous l'amenez au DG, vous n'allez pas dire c'est l'IA qui l'a fait. Vous allez dire je me porte garant du budget qu'il a créé. Donc vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui est responsable quelque part de l'IA. Donc en input et en output, le contrôleur de gestion sera au milieu de tout ça. La deuxième chose, c'est que l'humain, comment dire, si vous avez déjà utilisé des chatbots, vous savez à quel point c'est insupportable. Au bout de 3 questions, vous dites mais donnez-moi quelqu'un, je veux parler à quelqu'un, quoi. Et alors imaginez avec une IA qui fait en plus semblant d'être super intelligent et de tout savoir, c'est encore plus insupportable. Donc sans parler d'un point très important, c'est la dimension humaine. Quand vous évoquez un indicateur, un recrutement, un licenciement,
une baisse d'activité, on ne peut pas le dire comme ça froidement. Il faut tenir compte de la personne qui est en face, utiliser ses mots, sa culture. Donc il y a un tas de choses qui n'entrent pas en ligne de compte, qu'on ne va pas quantifier, mais qui sont simplement du fait que moi, être humain, je te parle à toi, être humain dans mon cerveau, ça fait quelque chose de spécial qu'on ne trouve pas en visio, qu'on ne trouve pas au téléphone, qu'on ne trouve pas avec une machine, bien entendu. Donc c'est ce que j'appelle l'humain de référence, c'est-à-dire, ou le référentiel humain. Derrière l'IA, je sais qui est derrière l'IA, c'est le contrôleur de gestion que j'ai décrit tout à l'heure. Dernier point, à mon sens, une fois qu'on aura cette IA qui connaîtra les données, les process, les personnalités des gens, l'activité, en fait, ce sera une telle richesse qu'on ne pourra pas le dissocier de l'entreprise. Donc ça deviendra, à mon sens, un véritable actif, un asset de l'entreprise, parce que c'est lui qui connaîtra tout, et quelque part, dans la durée. Donc quand les gens partiront, on se dit toujours où est la doc, comment ça marchait avant, l'IA sera là pour assurer dans la durée une communication et une connaissance de l'entreprise. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, Lucas, c'est pas si simple, alors il faut que tu nous dises comment on peut se former à tout ça. Alors oui, rapidement. Attention, le doyen est là, etc. Donc attention à ce que tu dis. Attention, il ne faut pas trop que je casse du sucre. Non, aujourd'hui, on sait ce qu'est l'IA, on commence à comprendre, les experts savent très très bien, le grand public découvre ce qu'est l'IA, ce qu'on peut en faire. Précisément aujourd'hui, on va en parler sur le contrôle de gestion, sur le métier de contrôleur de gestion. Les contrôleurs de gestion d'aujourd'hui et de demain, déjà en poste, vont se former et vont s'adapter, être agiles sur la transition de ces nouveaux outils qui se mettent en place. Et donc, je pense qu'il est légitime de se poser la question de comment allons-nous former, comment formons-nous aussi aujourd'hui nos contrôleurs de gestion et à l'avenir, comment ça va pouvoir évoluer. Alors, rapidement, pour rappeler bien qu'il y a plein d'étudiants ici, comment aujourd'hui on forme un contrôleur de gestion? Alors il y a différents cursus plutôt classiques, on va faire généralement une licence, un bachelor, un master universitaire, ou un master à l'IAE, dans une école de commerce, ou encore on va avoir des diplômes d'ingénieur, des diplômes de comptabilité, d'expert comptable. Il y a plein de cursus différents. Dans tous ces cursus, sur ces dernières années, et encore aujourd'hui, les outils sur lesquels on va travailler, qui vont être le plus utilisés, vont être majoritairement, on va travailler sur du Excel. On va pousser ça le plus loin possible. On commence aujourd'hui, un peu ces dernières années, dans plusieurs formations, à intégrer les principes fondamentaux de la data, du BI, ça se développe, car les étudiants aujourd'hui ont une appétence pour ça. Donc en extrascolaire, ils vont aller chercher, se développer, élargir leurs compétences, car on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, un contrôleur de gestion, on va lui demander d'être le plus polyvalent possible, comme vous avez pu le voir dans les différents ateliers de la journée, ou comme on a pu l'entendre précédemment. Donc aujourd'hui, il y a déjà ces nouvelles unités d'enseignement qui viennent se greffer au programme qui existe déjà. On a déjà donc ce développement qui se fait. Mais encore plus dans l'actualité d'aujourd'hui, encore plus dans l'actualité aujourd'hui, on a une école publique, donc, qui est l'école des mines à Paris, qui vient de signer donc, une collaboration sur les 10 prochaines années avec une nouvelle école qui s'est créée. Donc cette école, c'est Albert School. Leur pari, eux, c'est de ne pas créer une école de commerce ni une école d'ingé, mais de prendre le parti de fusionner, faire un mix des compétences et de proposer en fait des bachelors et des masters axés sur la finance, sur le commerce, mais de les allier à de la data. Donc vraiment pour former des nouveaux acteurs sur le marché avec ce besoin-là d'être polyvalent, d'avoir cette double compétence qui est hyper importante. Et aujourd'hui, on a l'école des mines du coup qui signe une collaboration forte donc avec cette école qui est du monde du privé pour répondre aux besoins qu'on rencontre aujourd'hui dans le métier du contrôle de gestion. Après, je pense qu'il est aussi légitime de poser la question, et ce serait super intéressant au corps enseignant actuel sur ces sujets-là, sur comment intégrer, appliquer sur les cours qu'on a aujourd'hui l'apprentissage de l'IA, le présenter, les différents outils, comment aussi apprendre à l'IA, comme a pu le dire Laurent tout à l'heure,
et comment tout cela peut évoluer. Parce que comme j'ai dit au début, il y a plein de cursus différents pour devenir contrôleur de gestion. Il n'y a pas vraiment un tronc, une voie royale que tout le monde va prendre, et pour pouvoir l'appliquer finalement à tous ces cursus, et pour que dans la globalité, les futurs contrôleurs de gestion, les contrôleurs de gestion de demain, aient un panel plus large et soient déjà prêts à pouvoir travailler avec l'IA tout simplement. Merci. Alors, rentrons un peu dans le concret. Essayons de voir quel cas d'usage nous avons en contrôle de gestion ou en finance plus généralement grâce à l'IA. Qui veut nous donner quelques exemples de ce que vous voyez d'ailleurs vous-même, hein, ceux qui pratiquent l'IA, si vous avez des cas concrets à nous exposer. Qui veut démarrer? J'ai l'impression que tu voulais, là. Voilà. Ta question, c'était les cas d'application actuels. Voilà, tu es contrôleur de gestion, tu arrives le matin au bureau, comment tu utilises l'IA? Alors, dans l'état actuel des choses, la tendance est à la simplification. Si on regarde un peu les outils tels qu'ils existaient avant, créer une requête, par exemple, pour analyser une base de données, c'était compliqué, c'était du SQL. Et puis au fur et à mesure, des outils sont arrivés, Business Object, etc. Ce qui fait que maintenant, les outils sont beaucoup plus simples. Il y a quelques années, si on voulait faire une analyse de type machine learning, c'était compliqué aussi, il fallait créer des modèles, etc. Aujourd'hui, les éditeurs de logiciels comme Workday, hein, mais aussi d'autres, investissent massivement, mais ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que, et c'est le sens de tous les outils d'ailleurs, hein, faut que ce soit simple. Il ne faut pas qu'un contrôleur de gestion ait besoin de mois de formation pour pouvoir utiliser les fonctionnalités IA. Sinon, ils ne vont pas réussir à le vendre. Donc cette compétition fait qu'aujourd'hui, il y a des outils très simples qui incorporent le machine learning, par exemple, et qui permettent de faire des prévisions. Alors, pas des prévisions de masse salariale ou des prévisions de dépenses, parce que quelque part, il y a déjà, l'IA n'est pas forcément au courant des spécificités. Et par ailleurs, il ne connaît pas les décisions de gestion. Parce que derrière on va dire un PNL prévisionnel, il y a beaucoup de décisions de gestion. Donc, pour répondre à ta question, un cas de figure qui existe et qui fonctionne bien, c'est le machine learning, c'est-à-dire la prédiction d'éléments exogènes. Quel sera le niveau de demande, par exemple, de telle matière première dans le monde ou en France. Et le système, il va regarder l'historique, il va prendre chaque année, et il va essayer d'imaginer ce qu'aurait été l'année suivante, qui s'est déjà passé. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il va calculer une année qui s'est déjà écoulée, et s'il arrive à le calculer plus ou moins, il se sent capable de calculer l'année prévisionnelle. Donc ça, c'est un cas de figure possible, qui existe, qui est opérationnel aujourd'hui dans beaucoup d'outils, en tout cas au moins dans Workday, qui consiste à faire de la prédiction d'évolution d'indicateurs, à mon sens, plutôt exogènes. Pas interne, parce que c'est un peu plus compliqué. Et ça fonctionne assez bien. Merci. Moi, en attendant que vous réfléchissiez, moi, je pourrais citer d'autres cas qu'on voit tous les jours. Par exemple, l'IA nous aide à déterminer quels clients il faut relancer, parce qu'on sait que historiquement, ils ont tendance à payer lentement, donc ils seront les premiers à être relancés. Et ça, donc, on définit cette liste de priorités grâce à des outils d'IA qui font appel donc à l'historique et à une partie de machine learning. De la même façon, je vois que vous n'avez pas encore levé le bras, on peut par exemple utiliser l'IA et l'historique pour détecter des fraudes, ou en tout cas détecter des transactions suspicieuses dans les paiements. Et tout ça basé sur la façon de travailler dans le passé, etc. Donc voilà. Et tout ça, c'est basé sur les outils dont on parle, donc le machine learning, avec plus ou moins d'ailleurs de learning. Ça, on pourra en parler. Effectivement, alors il y a également des cas d'usage très opérationnels, y compris pour le contrôleur de gestion. J'ai un client, un grand du transport maritime, basé pas très loin d'ici, qui a juste des systèmes exceptionnels pour rerouter un navire parce que problème météo, parce que on parlait de l'Ukraine tout à l'heure, c'est magique. Enfin, ils savent prendre des décisions à la minute, à la seconde. Et derrière, on a des batteries de contrôleurs de gestion qui récupèrent a posteriori tous les éléments pour, à la journée, refaire un calcul d'impact du coût du voyage. Quel est l'impact sur mon chiffre d'affaires? À partir du moment où vous êtes en capacité, et là, on commence à rentrer effectivement sur des choses très complexes avec des outils qui sont vraiment nécessaires, on est capable de définir un cas d'usage et finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'accélérer le travail du contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion n'aura plus à calculer l'impact, puisque cet impact,
de facto, il va être calculé, et de facto, la machine va proposer telle ou telle information, annuler une escale, la remplacer, faire un convoyage différent. Donc ça, c'est très important. Et c'est en ça que tout à l'heure, je disais, le contrôleur de gestion peut aussi devenir acteur de l'activité de l'entreprise. Je peux prendre un autre exemple qui va remonter à 15 ans. Donc c'est les cheveux gris qui font ça. Un grand de la distribution, on en parlait tout à l'heure avec ma collègue, qui, il y a 15 ans, nous dit, voilà, moi j'ai besoin d'avoir une vision sur l'état de mes stocks, l'état de mes ventes à la journée dans le non alimentaire. On est arrivé avec les collègues, on a monté un système BI de rien. On est parti de zéro, on a dit ok, on va travailler ensemble, on s'est défini un modèle. On a commencé à rapatrier de la donnée, donc des masses de données bien évidemment. Vous imaginez un gros de la grande distribution en France ou dans le monde. On s'est aperçu bêtement qu'un 14 février, le magasin Fleur était en rupture de stock. Dit comme ça, on se dit bon, la personne n'a peut-être pas vraiment finalement réfléchi, mais c'était sur plusieurs magasins. La machine, et tu parlais tout à l'heure effectivement de réadapter complètement en fonction des événements, la machine peut être en capacité de dire, mais de toute façon, c'est pas compliqué, l'année dernière il pleuvait un 14 février, les gens ne sont pas sortis, le 14 février était un samedi, le volume de vente le samedi il est différent, la machine est capable finalement d'anticiper ça et de proposer un volume de fleurs, un type de fleurs, ou une capacité à proposer quelque chose et pas se retrouver finalement avec une perte de vente parce que j'ai mal anticipé ce que je pouvais faire, mais pas simplement parce que j'ai pensé moi bêtement sur mon petit secteur, mon petit marché, mais il y avait une vision plus globale à avoir. Donc c'est là effectivement que l'intelligence artificielle ne prendra pas la décision à votre place. Aujourd'hui, moi je suis complètement d'accord. Ce que je disais tout à l'heure, il y a le risque de fiabilité. La machine, aujourd'hui, elle ne va pas faire quelque chose tout seul. Vous avez tout cet exemple de la Tesla qui a mal lu la ligne et qui s'est pris le poteau parce qu'il n'y a pas eu l'interprétation humaine. Donc ça, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Par contre, c'est un vrai accélérateur et c'est un vrai accélérateur à prendre en compte, toujours après, en réinterprétant de façon humaine l'information. Merci. Juste un mot. Bon, c'est facile, la Tesla, alors parce que je vois... Il y en a quand même 2 millions vendus et combien de conducteurs se sont pris des poteaux, donc en moyenne la Tesla roule mieux quand même. Un élément que je veux enlever, c'est l'aspect simplicité. Non, ça ne sera pas plus simple, ça sera beaucoup plus dur. Les environnements numériques sont plus durs aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 15 ans et ils sont beaucoup plus durs il y a 15 ans qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Donc c'est pas la simplicité. Si c'était si simple, le danger c'est que vous n'ayez plus de valeur ajoutée, que vous soyez enlevé. Donc, au contraire, il faut monter en compétence pour que vous puissiez là challenger ce qui est dit. Tiens, il me fait une prédiction de ce type-là, mais elle est drôle, sa régression linéaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître la régression linéaire. Il y a beaucoup de compétences à avoir pour pouvoir challenger l'outil. Sinon, si c'est juste de dire il m'a dit ça, je fais ça, au bout d'un moment, celui qui juste fait clic, on le remplace. Donc au contraire, il faut avoir encore plus de compétences pour pouvoir mieux utiliser l'outil. De toute façon, ces outils d'IA, ils aideront 2 types de personnes. Celui qui est super bas et qui assez rapidement, ça lui permettra de monter un niveau. Et celui qui est super haut, qui là, il y aura une énorme synergie. Mais quand on est au milieu, dans cette voie médiane, là il y a un danger d'être attrapé par ceux du bas et de ne pas arriver à attraper ceux du haut qui montent. Tu voulais intervenir ? Oui, je veux dire simplement que en fait, vous avez un bon casting ici, puisque vous avez des gens qui ne sont pas forcément d'accord. mais qu'ils font amicalement. Donc, évidemment, j'ai un avis différent, vous l'avez bien compris. Moi, je crois que, au contraire, que les outils vont être beaucoup plus simples à utiliser. C'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière, bien entendu, pour l'agriculture, mais tous les contrôleurs de gestion ne deviendront pas des data scientists, et ce n'est pas ce qu'on leur demande au fond. Et d'ailleurs, si on voulait essayer d'analyser les algorithmes de machine learning, ce serait extrêmement compliqué, parce qu'en réalité, c'est plusieurs blocs qui analysent les mêmes chiffres, qui se combinent entre eux, pour faire des prédictions. Donc en fait, je dirais humainement, c'est assez compliqué, voire impossible à faire. Mais bien sûr, il faut savoir un peu comment ça se passe derrière pour pouvoir comprendre les chiffres. Voilà, on aura l'occasion peut-être d'échanger oui, alors moi je vais vous mettre d'accord, parce que en fait, machine learning, c'est quoi et pourquoi on est passé au machine learning? Parce qu'en fait, on a démarré par des robots
complètement automatisé, donc de la RPA, qu'on a appelé aussi système expert pour faire beau, mais c'était la RPA, c'était des macros Excel ou VBA, etc. Et ça, c'était codé, c'était hard-codé, sauf que la tâche, le process qu'on veut automatiser, eh bien, il y a plein d'exceptions, et donc il faut utiliser son cerveau pour prendre des décisions et pas uniquement se fier donc aux robots qui tombent en panne parce qu'il y a eu des exceptions. Donc, on a rajouté derrière ces robots des outils du type computer vision, du type NLP pour justement rajouter des couches cognitives à ces robots. Et c'est là où on fait arriver donc le premier niveau de machine learning où et c'est vraiment du machine learning, tu l'as un peu dit, c'est vraiment des outils statistiques de régression linéaire. Ce sont des algorithmes qu'on connaît, qu'on sait expliquer, qu'on sait auditer. Donc il n'y a pas de souci. On met une entrée, on a une sortie et on sait expliquer la sortie, on sait expliquer éventuellement pourquoi c'est pas éthique, etc., etc. Ça, c'est le machine learning de base. Et après, on s'est dit, parce qu'on était un peu feignant, on s'est dit, et comme on a démarré avec des données structurées, taguées, etc., et que les données, finalement, en général, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas taguées, donc on s'est dit, eh bien, on va mettre toutes les données qu'on a dans une grosse lessiveuse, hein, et elles ne sont pas taguées, elles ne sont pas structurées, et puis il y en a des millions et des millions, et en fait, ces données, elles vont macérer entre elles, là, et puis grâce aux neurones, eh bien, ces fameux neurones, ce n'est pas de la régression linéaire, ce sont des neurones, eh bien, ils vont voir, ah ben tiens, telle donnée, elle est proche de telle autre. Donc, quand je fais une query avec mon chat GPT, eh bien, si je fais une query sur un sujet, eh bien, comme le sujet est adjacent à un deuxième, eh bien, il va vous sortir le deuxième sujet. Voilà. Je vais donner un exemple. Je suis un peu basique, mais c'est important. Un exemple donc de cette lessiveuse là où on fait macérer. Si on demande à travers un prompt ChatGPT quel est le meilleur montage financier pour gagner beaucoup d'argent, hein, nous on est tous financiers, hein, mais qu'est-ce qu'il va vous répondre? Eh bien, il va vous répondre quelque chose du type pyramide de Ponzi, parce que c'est la meilleure façon de faire de l'argent. Sauf que le système ne vous dit pas que vous allez aller en prison si vous faites ça. Voilà. Et là où je voulais revenir, c'est qu'il ne faut pas... Et donc du coup, c'est ça qu'on appelle des hallucinations quelque part, parce que ça sort un peu du n'importe quoi. Si on ne réfléchit pas, donc il faut... Ça semble simple, parce qu'on fait une query, on a un output, mais il faut vraiment exercer son jugement pour savoir si la donnée qu'on a sortie est bonne. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne solution entre la régression linéaire, où il faut des gens très compétents, et puis des gens plus simplistes, mais il faut quand même analyser. Voilà. D'ailleurs, on peut faire un parallèle. Ouais. On peut faire un parallèle quand vous faites une prévision. Vous faites une prévision, vous avez votre PNL qui arrive ici. À un moment donné, vous le prenez, vous le regardez, et vous dites ça c'est la prévision, mais ça, ce chiffre-là, c'est pas logique. On a beau faire des feuilles, des calculs, des règles de gestion, etc., etc. À un moment donné, il y a quelqu'un qui regarde les chiffres et qui va dire ça, c'est pas logique. Et mettez-moi 1 million de plus. Et là, on va faire un gros 1 million de plus pour être sûr que le résultat, c'est ce qu'on a envie de raconter. Donc, tous les mécanismes qu'on peut trouver finissent à un moment donné avec un jugement qui est forcément un jugement humain et qui va avoir la sensibilité, ce qu'on appelle d'ailleurs l'expérience, bon, c'est un autre sujet, qui s'est accumulé comme ça, des réflexes, pour produire le résultat qui convient. Et l'IA ne sait pas ce que c'est que convenir, comme il ne s'est pas créé tout à l'heure. Même s'il fait des choses formidables, hein, on est bien d'accord. On veut tous se mettre à l'IA. Quels sont les prérequis pour finalement, pour réussir dans la mise en place de l'IA? Allez, qui veut commencer? Non, toi, tu as trop parlé. Toi aussi, tu as trop parlé. Là. Non, Jean-Fabrice, là. Non, vas-y. Vas-y, ok. Mais vous ne battez pas, hein. Ouais, toi, t'es hyper costaud. Bon, on l'a déjà plus ou moins évoqué. Mettre en place l'IA pour mettre en place l'IA, pour être moderne, pour pouvoir dire au monde entier que ça y est, nous, on est in, ça ne marche pas. La technologie n'a jamais marché pour la technologie. La technique n'a jamais marché pour la technique. Donc, de toute façon, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment définir des cas d'usage. Qu'est-ce que je veux faire? À quoi je veux arriver? Ça a été dit plusieurs fois dans le cadre de ce que me propose la technologie. Je prenais mon exemple tout à l'heure de Fleur. Aujourd'hui, la même question. Bon, déjà, ça ne serait même pas arrivé parce qu'il y a déjà des outils qui sont capables de prédire ça. Donc, on travaille avec la technologie qu'on a. Ça n'empêche pas de fonctionner par étapes.
de se définir des étapes. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? À quel coût, bien évidemment? Et qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel est mon retour business? Quel est effectivement mon ROI derrière? Et après, avoir une trajectoire, une roadmap, comme on dit vulgairement, pour pouvoir se dire à 5 ans, je veux être là, à 10 ans, je veux être là. Alors à 10 ans, bien évidemment, c'est un peu compliqué parce que la technologie ne sera plus du tout la même. Dans 5 ans, déjà, ce ne sera plus la même. Mais au moins, je me suis donné une direction. Et c'est ça qui est important. Et là, effectivement, je pense que la technologie va nous expliquer Merci. comment... Non, mais effectivement, pour en rajouter, nous, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on démarre sur l'IA, c'est la mode, et on démarre, on achète des outils, on embauche des gens qui sont très bien payés, et puis après, on ne sait plus quoi en faire. Le premier cas d'usage, on sait faire, mais on ne trouve pas le deuxième ni le cinquième. Et donc, au bout d'un an, on arrête. Et on voit pas mal de cas où, sauf si on fait ce qu'il faut, eh bien, le projet d'IA tombe à l'eau. Voilà. Alors, pourquoi l'IA? D'abord, comment on arrive à la mettre en place? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Comment ça se fait que ça soit arrivé? 3 éléments. D'abord, il y a eu beaucoup de données. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de données sont arrivées. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de capacités de stockage et de traitement. Le cloud, beaucoup de capacités sans limite, on a vu avec Zoom, etc., des capacités sans limite de stockage et de traitement aussi. Et troisièmement, de l'argent. Voilà. Quand Microsoft avait mis 10 milliards sur OpenAI juste pour prendre quelque part, voilà, c'est des gros investissements. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une entreprise pour qu'il y ait de l'IA? Les 3 mêmes choses. Des données, et des données de qualité. Et peut-être une des évolutions du métier de contrôleur de gestion, c'est nettoyeur de données. Parce que l'IA est très sensible. Alors, c'est mieux de dire data, des réseaux de neurones, scientist, voilà. C'est mieux, data scientist, comme ça. Non, mais le data scientist, plutôt que nettoyeur, ça fait un peu... ouais, mais c'est le... il y a cet aspect, les modèles sont très sensibles à des petites erreurs. Et comme on ne peut pas prévoir à l'avance ce que ça va donner, le nettoyage est très important. Donc, des données, de la capacité de stockage et de traitement, et de l'argent. Donc voilà ce qu'il faut dans une entreprise pour qu'il y ait de l'IA. Et souvent, il y a un des deux, peut-être pas les deux. En Europe, cette horreur de RGPD, voilà, je le dis, ça nous a tué l'IA. Et donc aujourd'hui, l'IA, elle est aux États-Unis et en Chine. Voilà. Ok. Lucas, mais tu n'es pas forcé de rajouter. Hein. Moi, je peux rajouter, hein, donc vas-y. C'est bon, ouais. Non, ok. Non, mais je vais... Vu que j'ai le micro, finalement j'ai moins parlé que vous, hein, donc j'en profite. Tout à l'heure tu disais il faut savoir ce qu'on veut faire avec l'IA, et c'est très important parce qu'il ne faut pas se jeter à court perdu dans ces produits. Et finalement, si on regarde bien, on peut faire plein de choses avec Excel, avec de la RPA, avec des outils qui embarquent de l'IA, tu l'as un peu dit, de PM, mais donc ce qu'on appelle du best of breed, hein, avant d'aller acheter des gros logiciels, des ERP, etc., qui ne font pas maman, mais qui ne font pas tout ce qu'on veut finalement. Donc attention aux outils, certains peuvent être très chers, et certains peuvent être très simples, et répondre à votre besoin, donc sans que vous ayez à suivre la mode. Voilà. Je sens que tu veux dire quelque chose. Non, mais c'est important. La qualité de données, en fait, avec l'IA, ça amplifie ce qu'on vit sur les projets EPM, ce qu'on vit sur les projets ERP. Combien de fois on est arrivé, pour des projets ERP en ce qui me concerne, devant un client, on a dit, bon, ils sont où tes fournisseurs? Ils sont où tes clients? Elle est où ta base de données? Il est où ton référentiel? Et finalement, sur la première réponse, qui est oui, c'est bon, j'ai tout est organisé, on s'aperçoit que des fournisseurs, il y en a partout, il n'y a à aucun moment une gouvernance de la donnée. Et qu'est-ce qu'on a fait sur les projets ERP, sur les projets EPM? On s'est arrangé finalement, on a récupéré l'information où elle était, on a créé un référentiel, on a essayé de mettre une logique de référentiel maître, et puis on s'en arrange, parce qu'effectivement le contrôleur de gestion est là derrière, il va reclasser la donnée, il va faire du data cleansing pour employer les beaux mots, puisqu'il ne faut pas dire nettoyeur, et derrière on va la corriger progressivement, on va la retravailler progressivement, mais on s'en arrange. L'IA, elle ne saura pas le faire. Ok, d'autres prérequis pour mettre en place l'IA ou facteurs de réussite finalement, c'est ça, hein. Questions, commentaires? Ah, pardon, il y a quelqu'un qui parle là. Ah, monsieur. Nous, on a un micro, donc on en profite, mais
Et le micro arrive grâce à l'IA. Merci. Aidé par l'humain. Je voudrais juste savoir si avec l'IA, on ne peut pas corriger les données. En fait, si l'IA ne peut pas corriger les données. La réponse est oui, mais on va avoir l'expert qui... Sauf s'il n'est pas d'accord avec moi. En fait, il faudrait. Alors là, c'est un peu le consultant qui parle. Hein. Quand on pose une question, on pose une autre question. Ça dépend de ce qu'on entend par corriger. Est-ce que c'est nettoyer la donnée ou est-ce que c'est la rectifier selon certaines règles? La réponse est oui, dans le principe, hein, évidemment, mais il faut lui donner quelles règles de gestion, il faut lui donner des quantités des données comparables pour qu'il la corrige. Donc je dirais que c'est possible, mais il faudrait creuser un petit peu pour comprendre ce qu'on attend par là, je pense. C'est le sujet qu'on a évoqué, c'est-à-dire effectivement il faut une bonne qualité de données. Donc, et ça on sait très bien que personne ne fait ça, ça emmerde tout le monde. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de ROI direct, alors qu'il y en a un vraiment, hein, mais vous allez dans toutes les entreprises, hein, non, mais ça on ne fait pas. Et du coup, je me disais, la machine pourrait aider à faire ça, du coup, et avoir une meilleure qualité de données qui permettrait après d'avoir des meilleurs résultats, etc. Et voilà, utiliser la machine pour nettoyer plutôt que des humains. Il y a toute une qualité il y a tout un type de logiciels qui sont dédiés à ça. On appelle ça les ETL, extraction, transformation, chargement. Je prends Talend, qui fut français, malheureusement qu'il n'est plus, mais très belle entreprise. Donc il y a déjà quand même cette couche qui se met entre en gros l'utilisateur et la base de données, là, comme ça qui permet. Et maintenant, en effet, on peut intégrer de l'IA dans des ETL sur des points, sur des tâches particulières. Elle peut apprendre et donc là, elle peut contribuer à nettoyer la donnée. Oui. Merci. Okay. Parlons un peu compétences. Compétences, je vais lancer le sujet. Ah pardon, il y avait une question là? Ah, désolé, là, hop. Ok, d'accord. Ah, non mais allez-y, hein. Ah, monsieur. Le micro arrive en courant. Regardez un peu. Bonsoir. Depuis des années, on passe beaucoup de temps et on met beaucoup d'argent pour paramétrer toutes les bases, paramétrer les systèmes de contrôle des bases. En fait, est-ce que demain, il va falloir paramétrer l'IA pour qu'elle puisse paramétrer les bases? Enfin, comment on agglomère ces couches et comment on sécurise en fait ces couches? Je n'ai peut-être pas été clair. Je reprends. D'abord, passer du temps à la paramétrer, à lui faire apprendre, oui. Mais bon, quand vous prenez dans une boîte un étudiant en alternance, vous passez du temps à lui expliquer. Ben là, il y aura des étudiants en alternance toujours, je vous rassure, mais il y aura aussi à apprendre à l'IA. Donc oui, ce temps d'apprentissage, il y sera toujours. Mais ce temps d'apprentissage, il va être, il va pas être plus long et est-ce qu'il va pas être surtout plus coûteux dans l'approche de l'entreprise? Je pense plus court et plus coûteux. Merci. Autre question? Oui. Ah, du coup, le micro est resté là-haut. Hein, le micro est intelligent. Hein, et il n'est pas revenu au bercail. Bonsoir. J'aimerais savoir si autour de la table ou dans le public, vous avez déjà utilisé Copilot for Finance et vos retours d'expérience du coup. Non, pas encore, non. Non. Je pense qu'on l'utilise la version basique, mais pas sur nos téléphones. Mais par contre, le nom qu'a donné Microsoft est intéressant. Copilot. Oui. Il est bien trouvé. Voilà. Oui, c'est de l'assistance. Ok. Compétences. Parlons un peu des compétences. Que faut-il comme compétences? Est-ce qu'on est prêt, nous comptables, nous contrôleurs de gestion, à avancer dans la data? Ouais, ah. Ça dépend où est stocké le modèle. Ça dépend où est stocké le modèle. Le modèle peut être stocké en local. Jusqu'à présent, on parle.
principalement ici, on a la vision, ChatGPT depuis 2 ans, pour la majorité des gens en version gratuite, et ils testent. Là, en effet, tout part pour faire son apprentissage. Mais maintenant, dans une option professionnelle, si vous intégrez dans vos serveurs et vous mettez cette IA qui est dans votre réseau, non, il n'y a aucun problème, ça restera dans un réseau fermé. À un moment donné, vous allez avoir à arbitrer entre je veux sécuriser ma donnée, je la mets chez moi et je la contrôle, avec je vais récupérer de la donnée à l'extérieur. C'est vraiment, effectivement, en ChatGPT, aujourd'hui, on va dehors, on se dit je mets mes infos, tout le monde les a vues, c'est pas ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on dit, moi cette donnée-là, c'est la gouvernance de la donnée, on en a parlé tout à l'heure, je la garde, je la sécurise. Bien évidemment, je ne donne pas accès à tout le monde, mais comment je vais aller rapatrier finalement cette donnée externe, parce que je vais la rendre mienne finalement, là j'ai l'aspect réglementaire, est-ce que je peux vraiment aller l'héberger chez moi, parce que cette donnée finalement elle n'est pas à moi, est-ce qu'elle est publique, est-ce qu'elle ne l'est pas. Donc il y a vraiment, encore une fois, tout un sujet en amont de gouvernance et de méthodologie à développer. On ne fait pas de l'IA pour de l'IA, d'abord on sécurise effectivement la donnée, on la collecte, on la nettoie, et une fois qu'on est sûr de la donnée, on peut l'utiliser. On parlait des ETL tout à l'heure, effectivement quand je disais on bidouille, c'est ça qu'on faisait, c'est que dans les ETL, on faisait nos transformations. Là je ne vous cache pas que la sécurité de la donnée, elle n'est pas belle, parce que forcément j'ai des tables de transcode partout, mais je suis en interne. Donc c'est vraiment effectivement une question qu'il faut se poser, mais très en amont. Après ça dépend de quoi on parle quand on parle d'IA, parce que si on parle d'IA conversationnelle par exemple, ça demande beaucoup de données en amont, qui ne sont pas les vôtres, qui sont en quelque sorte une couche basse, la façon de la capacité à communiquer, à converser. Et donc moi je suis plutôt dans les progiciels, donc les éditeurs proposent une capacité à discuter que vous ne pourriez pas produire en interne. Donc c'est autre chose, c'est qu'en fait, à mon sens, il y a 2 niveaux, il y a la couche basse, la capacité à discuter, à formuler des idées, à comprendre, et la couche qui est spécifique à votre entreprise, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire vos données, les process, les métiers, etc. Et la vraie question qui se pose, et pour laquelle je n'ai pas de réponse, c'est tout ce qui est cette couche-là, si elle est hébergée par un éditeur, donc elle est plus facile d'accès, comment vous pouvez vous garantir, vous assurer qu'elle n'est pas partagée avec d'autres, comment vous pouvez la récupérer un jour ou l'autre. C'est un peu la même question qu'on se posait avec le cloud il y a 10 ans. C'était oh là là, mes données sont dans le cloud, est-ce qu'ils ne vont pas les utiliser? Maintenant, on n'a pas trop de problème à utiliser Salesforce, par exemple, pour en citer que celui-là. Donc ça va évoluer, mais il y a une vraie problématique autour de ce sujet-là, qui est cette couche spécifique à l'entreprise. D'ailleurs, quand on arrive effectivement sur une discussion avec un prospect ou un client, une des premières questions qu'il nous pose, puisque ça va être dans le cloud, où est ma donnée? On a nombreuses fois, est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est en Europe? Parce qu'il y a des cas où c'est impensable d'aller mettre les données en dehors de l'Europe. Donc c'est la première question qu'il va poser. La première crainte, c'est je veux que cette donnée soit en France. Oui, c'est la question la plus fréquente. La question la plus rare, c'est quelles sont les fonctionnalités IA que vous proposez. Parce que j'étais chez un prospect justement à Marseille, que vous connaissez visiblement, sur la partie Workforce Planning, ils sont peut-être là d'ailleurs, et la problématique qu'ils avaient, c'était comment faire en sorte que les prévisions d'effectifs soient valorisées pour la finance. Parce que c'était des fichiers Excel qui s'échangeaient comme ça. On est loin, loin, loin de l'IA. On est comment est-ce que je peux me passer d'Excel pour faire des échanges automatiques de données et de la prévision plus fréquente. Et donc c'est intéressant de voir les réflexions qu'on a, et c'est nécessaire, et le terrain, ou comme je disais tout à l'heure, on va mettre en place un EPM déjà pour faire de l'échange automatique de données. Bon, je voulais vous faire parler de compétences, mais vous ne voulez pas en parler. Je vais quand même reposer la question d'une autre façon. Est-ce que tout ça, ça relève de la finance, du contrôle de gestion ou de l'informatique? Qui doit être en charge de tout ça, de l'IA? Ah, il y a une autre question que j'ai ratée, madame, désolé. Oh là là. 2 questions? 2 questions? Justement, vous parliez des compétences. Merci, madame. Voilà. Mais on s'était entendu. La première des choses, ne serait-il pas, peu importe le poste qu'on occupe, c'est savoir rédiger un prompt. Parce que d'avoir un outil et du data, c'est bien, mais ça reste que du data. Le but, ce qu'on en fait, parce qu'il y a des gens qui savent très bien manipuler les chiffres, qui connaissent leur métier. C'est comme quand on fait un projet informatique, qu'on est justement contrôleur de gestion, on va voir l'informatique pour demander une amélioration, mais on n'a pas les mêmes éléments de langage. Et cette question-là. Et quand on voit aussi le niveau
d'expression des gens, en règle générale, qui ont du mal à s'exprimer, à formuler leurs besoins. C'est peut-être déjà ça, parce que vous parliez tout à l'heure de l'école des mines, hein, et de l'école Albert. Voilà. Albert School. Est-ce que ça, par exemple, à Albert School, cette notion-là est intégrée? C'est peut-être la base déjà. Totalement. Ça fait partie de comment rédiger un prompt, comme vous l'avez dit. On va rentrer dans l'ère de comment on pose des questions. Comment créer son prompt pour avoir la réponse qu'on veut. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, moi c'est important de former finalement les futurs contrôleurs de gestion, mais ceux qui sont en place aujourd'hui, la question qui se pose de la transition sur les compétences, comment ça va se passer, si on va devoir les former, si on va devoir recruter des personnes qui ont ces compétences-là, si on va avoir ça en interne, si on va passer par des éléments externes pour intégrer l'IA, toutes ces problématiques-là. Mais c'est sûr, c'est certain, pour le grand public, c'est pas forcément évident d'avoir cette compétence-là, simplement la base, comment je vais rédiger mon prompt pour avoir la réponse dont j'ai besoin. Oui, alors là, merci. Là-dessus, plusieurs commentaires. Le premier, mais puisqu'on est entre nous, sachez que l'Albert School a approché la DFCG justement pour qu'on les aide là-dedans. Première chose. Deuxième chose, les prompts, ça devient très compliqué. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut, parce qu'on se rend compte qu'il y a des... Finalement, à la fin, on n'a même plus besoin de faire le prompt, parce qu'il y a 3 pages de prompt, et donc en fait, on peut aussi bien faire le travail soi-même sans demander. Voilà. Autre commentaire, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais puisqu'on parlait de compétences, à mon avis, ce n'est pas une compétence qui sera très utile dans quelques semaines ou quelques mois, parce que tout ça évolue très très vite. Et bientôt, on parlera d'IA non plus générative, mais d'IA à objectif. C'est-à-dire qu'on va dire à l'IA, qui sera beaucoup plus intelligente que maintenant, on va lui dire je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 10%, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc on lui donne l'objectif. Et puis, compte tenu, voilà. Donc, donc, attention. Et l'autre point aussi, parce que c'est ce qu'on voit, et comme il y a beaucoup d'étudiants ici, il faut savoir, les études montrent, peut-être que les experts vont me confirmer ça, que les compétences qu'on acquiert maintenant, elles sont valables, allez, maximum 3 ans. En revanche, alors que nous, les plus anciens, dont je suis, eh bien, on avait acquis des compétences et on s'était dit c'est bon, on va être des financiers à vie parce qu'on a acquis les bonnes compétences, IFRS et tout ça, mais tout ça c'est fini. C'est fini. Donc en fait, il faut se remettre en question. Et donc si vous-même qui n'avez pas encore démarré avec l'IA, sachez que c'est jamais trop tard, parce que de toute façon, ce que vous apprenez maintenant, il faut le remettre en cause rapidement. Voilà. Donc, et pour revenir au prompt, certains se mettent à faire du prompt et à faire que ça. C'est bien, mais c'est bien qu'un temps, donc attention. Non, c'est juste un commentaire parce qu'on parlait de compétences. Voilà. Oui. Et voilà. Ouais, exactement, parce que voilà, les prompts très longs pallient le fait qu'il y a des hallucinations, effectivement. Donc voilà. Juste on va repartir de la base. Il faut au moins avoir des compétences dans 4 langues. Le français, l'anglais, les maths et un peu le code. Et à partir de alors il ne s'agit pas d'être le champion dans les 4, mais d'avoir un certain seuil. Et ensuite, ça permet de combiner ces 4 langues pour pouvoir avoir des prompts qui ont un certain niveau. Et que ce soit un prompt à une IA générative ou une IA plus... Donc il faut avoir ces 4 prérequis. Et en effet, la baisse du niveau de vocabulaire, la baisse du niveau en maths, la non-existence du code fait qu'on n'arrive pas à parler à l'IA. Je suis complètement d'accord. Et juste un petit mot sur les compétences qui changent tous les 3 ans. Je dirais, les anciens ne disparaissent pas.
il faut ce stock, donc ce que vous avez appris aujourd'hui. Il faut la base, il faut garder la base, bien sûr. Mais voilà, il y a par contre, il y en a l'arrivée, la dynamique d'arrivée de nouvelles compétences est plus rapide. Mais voilà, mais il faut pas tout se renouveler comme tous les 3 ans, je vous rassure, surtout pour les plus jeunes. Ah, autre question là-haut. Le micro monte. Alors moi, je travaille avec Régis et en fait, dans le cadre d'une de nos missions, on a voulu en fait travailler sur les stocks d'un de nos clients. Et pour ce faire, donc on a voulu en fait rechercher des choses qui étaient anormales dans les stocks, de type les stocks négatifs ou les stocks très élevés, etc. Et donc en fait, pour ce faire, donc on a commencé par demander les bases, donc les fichiers avec les données, etc. Donc ça, c'était plutôt la DSI qui les a fournis. Et puis après, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on va rechercher pour trouver des anomalies, etc. Et donc là, ça a plutôt été nous, équipe de la mission. Et ensuite, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi fait appel à des data scientists, des experts en traitement de données, qui ont pu donc mouliner tous ces fichiers qui étaient très très volumineux, avec des outils spécifiques tels que Python, etc. Et qui ont pu donc nous sortir les anomalies, etc. Et après, pour les analyser, finalement, le dernier département auquel on a fait appel, c'était le contrôle de gestion, puisque c'est eux qui, après, d'un point de vue opérationnel, ont pu expliquer les choses. Donc, moi, je trouve que, est-ce que finalement les compétences, pour revenir au sujet des compétences, est-ce que c'est pas finalement des compétences de différents départements de l'entreprise qui sont nécessaires, donc comme je le citais ici, la DSI, des spécialistes de l'analyse de données et des contrôleurs de gestion pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle au service du contrôle de gestion finalement. Puisque, in fine, c'est à eux que cela a bénéficié, et après, eux-mêmes ont mis en place cette analyse des anomalies. Je pense que la réponse est dans la question, mais ces messieurs peuvent commenter. Non, mais tout à fait. En fait, il faut vraiment avoir ne pas faire confiance à l'IA uniquement, mais aussi avoir une compétence métier. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tout à l'heure, je lisais un peu en boutade, pour mettre en place l'IA, on fait appel à des data scientists, des data engineers, qu'on paye finalement plus que nos comptables, que nos contrôleurs de gestion, alors qu'il faut avoir les deux compétences, la compétence process, la compétence financière et la compétence data. Et c'est pas très facile de fédérer donc, des groupes où les gens n'ont pas les mêmes bases, et où les salaires ne sont pas identiques. Vous voyez, c'est très basique. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à créer des centres d'expertise mixtes, où on a à la fois des experts business, des experts de la data, des purs financiers. Voilà. Et c'est ce vers quoi il faut aller pour que on réussisse et donc qu'on utilise vraiment donc, les compétences métiers. Quoi. Je crois qu'il ne faut pas voir à travers l'IA une révolution des méthodologies. Je pense qu'on l'a tous vécu ici, ou presque tous vécu ici. Vous voulez être sûr de rater un projet, vous travaillez avec la DSI, ou vous travaillez avec les financiers, ou vous travaillez avec le métier. À partir du moment où vous réussissez à regrouper toutes ces personnes, ne serait-ce que sur la définition du besoin, et nous on a cette chance en tant que consultants, parce que c'est ce qu'on nous demande, donc on a cette facilité. Souvent on se retrouve face à des clients qui ont voulu faire seuls et qui n'ont pas réussi à le faire. Parce qu'effectivement, de façon interne, parfois ça peut être compliqué. Donc ça vaut pour tous les projets de développement, de déploiement de tel ou tel outil, un système d'information. Il faut de toute façon une compétence métier. Sans la compétence métier, vous n'avez pas le besoin. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut la compétence SI et IT, parce qu'il vous faut les personnes qui savent faire. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'anciennes personnes du métier. Prenez n'importe quelle société de conseil. Demandez qui j'ai moi. Moi, j'ai des gens qui viennent d'écoles de commerce, j'ai des gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs, j'ai des gens qui ont été contrôleurs de gestion, qui ont été financiers. On a ça. Et puis finalement, on donne le vernis complémentaire à cette personne-là, justement, pour aller rassembler tous ces mondes-là. Donc ça vaut pour tous les projets et tous les projets que vous aurez au sein de votre entreprise. On ne change pas la manière de travailler avec un déploiement de projet IA. En tout cas, on ne change pas les personnes avec lesquelles on travaille. Merci. Ce qui nous amène à une question que vous n'avez pas posée et que je vais poser, c'est, tu viens exactement de le dire, non, en fait tu as donné la réponse,
En fait, y a-t-il des charrettes? Est-ce qu'on va virer des personnes en mettant en place l'IA? Réponse, tu l'as déjà un peu dit. En fait, on va faire évoluer les métiers, voilà, petit à petit. Il est vrai que ceux qui n'utilisent pas l'IA auront plus de problèmes que ceux qui l'utilisent, mais l'expérience montre qu'en mettant en place des outils d'automatisation, depuis la RPA jusqu'à l'IA, je sais que tu n'es pas d'accord, donc c'est pour ça que je lance le débat. Hein. En fait, et je crois que monsieur, vous le disiez, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il n'y a pas de ROI, c'est ça vous avez dit ça, hein? J'ai bien entendu, il n'y a pas de ROI. D'accord. Et moi, j'irai plus loin. Non, mais, ok. Moi, j'irai plus loin. On trouve peu de ROI quantitatif à mettre en place ces outils d'IA, etc. Il y a du ROI qualitatif. Il y a une amélioration de la QVT, comme on dit. Il y a moins de fraude, etc. Mais si on recherche du ROI à tout crin en mettant en place ces outils d'automatisation et d'IA, eh bien, ne cherchez pas parce que ce ne sera pas vraiment le cas. Et bien sûr, et je vais te laisser la parole, non mais tu vas la voir. Et en fait, bien sûr, on associe coût donc aux effectifs. Donc l'expérience, en tout cas moi ce que je vois, c'est que il y a, alors, sauf cas très très marginaux, par exemple dans les banques, les assurances où il y a des armées de personnes qui font la même chose. En revanche, dans nos métiers, j'ai pas encore trouvé de cas où il y avait des départs en masse à cause de l'automatisation ou de l'IA. Dis-moi. Ça, je suis d'accord, complètement. Ah, mais complètement. Pour moi, le contrôleur de gestion, il aura un outil qui va s'appeler l'IA, qui sera un outil supplémentaire pour l'aider à faire son travail. Donc, il n'y a absolument aucun doute sur le sujet. Et je pense qu'à part des cas particuliers, effectivement, d'analyse spécifique, il n'y aura pas un besoin d'avoir des data scientists. Le contrôleur de gestion, il utilisera l'IA. Comme aujourd'hui, dans l'EPM, le contrôleur de gestion crée un rapport, ou même un utilisateur crée un rapport d'analyse pour lequel il fallait un consultant il y a 10 ans. Et maintenant, il le fait en libre service parce que les outils sont devenus beaucoup plus simples. Et l'IA, ça n'est qu'un outil. Et donc, à mon sens, le contrôleur de gestion va simplement faire son travail plus vite, mieux, plus simplement, parce qu'il aura un IA en face de lui. Et sur le prompt de tout à l'heure, c'était un excellent sujet. C'est que il n'y a pas longtemps, j'étais dans un lycée et on me demandait mais qu'est-ce qu'il faut qu'on sache faire. Je dis mais la première chose à faire, c'est maîtriser la langue. Déjà parce qu'effectivement, il y avait une difficulté, mais dès lors que vous maîtrisez bien la langue, vous êtes capable d'exprimer un besoin à l'IA qui va vous répondre tout simplement, au lieu de dire je mets ça en colonne, je mets ça en ligne, je fais des filtres, il y a telle zone qu'il faut sélectionner, c'est compliqué. Donc il n'y aura pas, à mon sens, en fait, l'impact du contrôle de gestion va se répandre, sera beaucoup plus large. Donc il y aura beaucoup de gens qui iront en libre service, comme aujourd'hui il y a des rapports en libre service, alors avant il fallait les distribuer. Donc on va étendre le spectre du contrôle de gestion avec le même nombre de contrôles de gestion, de contrôleurs. C'est comme ça que je vois les choses plutôt. Ok, merci. Alors, attends, parce que moi, je suis pas d'accord. Bon, on va prendre 2 ou 3 chiffres. C'est la semaine dernière, il y a une grosse boîte qui s'appelle Téléperformance, spécialiste du call center, moins 23% dans la journée en bourse. Pourquoi? Parce que les call centers, les chatbots, l'avenir de Téléperformance est fortement en danger. Mais c'est pas du contrôle de gestion, ça. Il y a longtemps, il y avait de l'industrie. Et puis est arrivée l'automatisation, la robotisation. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Un endroit où une usine où on fabrique des voitures, il y a un peu moins de personnes, il y a plus de robots. L'IA, c'est la robotisation, mais dans les services. Aujourd'hui, les services, c'est 70% de l'activité en France. La robotisation via l'IA de ces services, bien sûr que ça va engendrer une casse. Oui, il va y avoir. Et tous les métiers vont être touchés. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a eu l'automatisation qu'en France, il n'y a plus de métiers, il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus... Non. Par contre, il y aura destruction créative, il y a intérêt à s'adapter, à être agile, à être rapide, à prendre les initiatives, à se former. Ça, oui. Mais bien sûr qu'il y aura un impact. Les gens qui ont peu de valeur ajoutée et qui regardent certains types de fonctionnalités vont être remplacés. C'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut évoluer. Il faut saisir les opportunités en toute humilité. Alors, essayons de conclure parce que le temps passe.
Est-ce que chacun d'entre vous pourriez me dire pour mettre en place donc l'IA, une recommandation en 2 mots à tous ces professionnels, ces étudiants qui vont vouloir mettre de l'IA en place. Non, mais chacun d'entre nous, hein. Allez, 2 mots. Allez. Attends, tu es consultant, tu as forcément au moins 2 mots. Hein. Venez nous voir. 3 mots. Non, il faut faire vite. Ouais. Oui, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être pas le moment, tout simplement. Aussi, vous avez peut-être d'autres sujets en cours qui font que c'est peut-être pas le moment. Donc posez-vous et allez voir ce que font les autres aussi. Ça c'est important. On a énormément de prospects dont on donne des exemples de projets. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Je parlais d'une interface qu'on avait mis en place chez un client. Il me dit oui, je sais, on est allé voir, ça marche encore. Ok, bah tant mieux, heureusement pour nous. Donc, mais voilà, allez voir ce que font les autres. Faites pas forcément ce que font les autres. Posez-vous les bonnes questions sur qu'est-ce que vous voulez faire et au rythme auquel vous voulez faire. Il n'y a rien de pire, on en a parlé tout à l'heure, que de vouloir aller trop vite, tout mettre en place, quelque chose qui ne marchera pas et que personne n'utilisera. On est enregistré. Hein. Tu as dépassé les 3 mots là. Jean-Fabrice. Ouais. 1. Faites-vous plaisir avec l'IA. Testez. Et dans les entreprises, c'est pareil. Testez. Et dès qu'il y a un peu de bureaucratie qui vous dit « Ah non, ça il faut... » Dégagez-les et testez. Lucas. Pour les entreprises, mesurez le besoin. Et pour les étudiants, lancez-vous. Il faut s'amuser. Laurent. Alors, c'est un peu la provocation, mais je dirais ne le faites pas. Passez déjà, regardez les process que vous voulez optimiser, regardez les outils qui fonctionnent, pour lesquels il y a beaucoup de grosses sociétés ou petites d'ailleurs qui l'utilisent. Les EPM en fait partie. Et c'est l'IA qui viendra à vous. Parce que les éditeurs de logiciels, ils vont tous incorporer de l'IA. Donc si aujourd'hui vous mettez en place une solution BI, pour faire simple, hein, par exemple, un jour, bientôt, il y aura une évolution où vous aurez une interface IA qui sera rajoutée à la solution. D'ailleurs, sur ce point, vous connaissez tous Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri, quand il était chez Apple. Il a écrit un bouquin dont le titre est « L'IA n'existe pas ». Donc, comme j'ai droit aussi au chapitre, et je peux donner mon mot de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dans l'IA? C'est bien réfléchir, mais avant de réfléchir, rejoignez la DFCG, son groupe Transformation. Parce qu'en fait, c'est un sujet pour nous de tous les jours, et toutes les questions que nous avons eues, on se les pose tous les jours, on vient vers nous, et donc venez échanger avec nous, et apportez-nous donc de la matière. Voilà. Merci, bonne soirée à tous, et encore une fois... Est-ce que Madame la Présidente voudrait faire un commentaire ? Quelques mots, merci beaucoup. Alors je voulais dire, je me suis régalée aujourd'hui avec tous les ateliers et puis la table ronde. Merci beaucoup pour justement les discussions. Moi qui suis DAF depuis 30 ans, je me dis quand je vous écoute que j'ai une vraie appétence pour l'intelligence artificielle, mais par contre en termes de maturité, des DAF de mon âge, de mon expérience, on n'y est pas encore. Donc la DFCG, il faut qu'elle nous accompagne. Et après, une chose qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est le lien sous toutes ses formes. Et je trouve que vous en avez beaucoup parlé, vous en avez parlé au niveau des talents, parce que moi, il me semble qu'il y a une compétence qui est hyper importante, c'est d'arriver à travailler tous ensemble, en coopération, et d'arriver à se comprendre. Moi, c'est ça, je dirais. Voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez un petit peu dit, mais... pas complètement, voilà. Donc, moi, je rajouterais ça sur l'intelligence artificielle aussi. Et dans votre thème, là, la transformation des métiers de contrôle de gestion, j'ai quand même une question que je me pose. Moi, c'est sur la disparition du contrôle de gestion si les opérationnels, avec l'IA, deviennent... Parce qu'en fait, pour bien parler, et il faut bien comprendre l'entreprise, il faut bien comprendre le métier, et à un moment, pour bien poser les questions, c'est les gens de métier qui font ça, et le contrôleur de gestion, aujourd'hui, effectivement, il est business partner, il accompagne, mais si on lui donne les moyens, si on donne aux autres les moyens de le remplacer, en fait, parce que c'est un petit peu ça qui risque de se passer, alors voilà, moi j'ai envie d'être rassurée sur ce sujet.